Et pour débuter cette émission, donc cette chasse à l'homme qui a pris fin hier dans le Var. Arnaud, le policier parisien suspecté de féminicide, a été retrouvé chez son père dans le petit village de Montmélian. Le policier s'est rendu de lui-même aux gendarmes. Il a depuis été placé en garde à vue à Paris dans les locaux de la police judiciaire. Alors cette cavale longue de 3 semaines avait débuté le 29 janvier dernier. Dans l'après-midi, Arnaud envoie un SMS à son supérieur pour le prévenir qu'il ne viendra pas travailler. Et cette absence s'inquiète très vite car le policier est connu pour avoir des tendances suicidaires. Ses collègues décident donc de se rendre à son domicile. Arnaud n'est pas là, mais dans la salle de bain. Les policiers découvrent l'horreur. Le corps d'Amanda, la compagne d'Arnaud, gît sur le sol, la tête dans le bac de douche. Son cou porte même des traces de strangulation. Alors Arnaud fait immédiatement office de suspect numéro 1 dans le meurtre d'Amanda, mais le policier s'est enfui avec son arme de service et au volant de sa voiture, et son portable est coupé. Alors que beaucoup pensent qu'Arnaud est finalement parti se suicider suite à son crime, un rebondissement se produit 10 jours plus tard, puisque le 9 février, il retire de l'argent à un distributeur dans l'Oise. La préfecture de police lance alors un premier appel à témoins dans la presse, et cette initiative permet de localiser la voiture et l'arme du policier à Amiens 2 jours plus tard. Mais toujours aucune trace d'Arnaud. Il va falloir attendre une semaine plus tard pour que l'appel de son père dans les médias décide le suspect à se rendre. Retour en images sur cette chasse à l'homme. Son visage s'affichait dans tous les commissariats et gendarmeries depuis plus de 3 semaines. La cavale d'Arnaud B s'est achevée ici, dans ce petit village du Var, à plus de 700 km de chez lui. Montmélian, village d'origine de son père, et c'est pour le voir une dernière fois qu'il a frappé à sa porte ce matin, avant d'appeler les gendarmes pour se rendre. Bouleversé, son père, que nous avons pu joindre par téléphone, affirme que depuis 3 semaines, il vivait dans l'angoisse et sans aucune nouvelle de son fils. Mon fils, il est venu ce matin à 7 h. Il était à l'écart dans les buissons. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mon Dieu, quand je l'ai vu, écoutez, il a fait 3 semaines de cavale pour traverser la France et pour me dire au revoir. Sûrement qu'il a voulu à tout prix me serrer dans mes bras et demander pardon, papa. Mais j'ai dit, je t'aime, tu seras toujours mon fils. Maintenant, tu vas te face à tes responsabilités. Le 29 janvier dernier, le gardien de la paix ne prend pas son service au commissariat du Blanc-Ménil, où il est affecté. Le policier de 29 ans, connu pour son caractère instable et pour violence conjugale, ne répond pas non plus au téléphone. Inquiet, ses collègues se rendent à son domicile dans le 19e arrondissement de Paris. Ici, dans la salle de bain, il retrouve le corps sans vie de sa compagne portant des traces de strangulation. Le policier, lui, a disparu avec son arme de service. Plus tard, on retrouve sa voiture à Amiens, sur un parking avec à l'intérieur l'arme du policier. Ce soir, Arnaud B a été transféré à Paris pour y être entendu par la police judiciaire en charge de l'enquête. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est en direct avec Denis Jacob, qui est secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Je voulais vous avoir pour parler un peu plus technique, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait quelque chose de très particulier dans cette affaire. C'est que c'est un policier qui a été recherché par toutes les forces de l'ordre en France. Est-ce que dans des cas comme ça, ce sont des méthodes différentes qui sont employées, puisque quand vous recherchez au fond un des vôtres, c'est quelqu'un qui connaît toutes les techniques? Alors non, c'est une affaire qui a été traitée de la même manière que toute autre affaire. Je rappelle que c'est un fonctionnaire de police qui, comme beaucoup d'autres, travaillait en commissariat, donc il n'a pas forcément connaissance de toutes les subtilités en matière d'enquête judiciaire, et quand bien même on traite une affaire. On ne recherche pas un policier, on recherche un homme suspecté d'être l'auteur d'un féminicide. Alors, le fait qu'il soit policier, forcément, nous amène à la plus grande prudence et à la plus grande attention, puisqu'il est armé, et qu'effectivement, dans cette affaire, il pouvait y avoir 2 dénouements possibles, soit qu'il se suicide, malheureusement, et nous n'aurions jamais su ce qui s'était passé réellement dans cette affaire, ou alors qu'il soit effectivement en cavale et qu'on finisse par mettre la main dessus, en parlant un peu trivialement, et c'est ce qui s'est produit, puisque de lui-même, il s'est rendu à la gendarmerie la plus proche du domicile de son père. C'est une cavale qui a été très longue, puisqu'elle a duré quand même près de 3 semaines, malgré les appels à témoins qui ont été lancés dans la presse. Comment vous expliquez qu'il ait réussi à échapper aux forces de l'ordre pendant aussi longtemps?
Mais ça, c'est l'enquête qui va le déterminer. Est-ce que des personnes l'ont aidé? Comment il a pu être invisible comme cela pendant 3 semaines, alors que, je le rappelle, une enquête judiciaire de ce type conduit les enquêteurs à borner le téléphone portable, à suivre tous les mouvements financiers qui peuvent exister sur son compte bancaire. Et puis ensuite, il y a un enquêteur, enfin un directeur d'enquête qui est le magistrat et qui, lui, détermine le moment le plus propice pour diffuser sa photo et un appel à témoins. Ce n'est pas la police qui le décide, je le rappelle, parce que je sais que c'est un sujet qui a fait polémique au début de l'enquête. Donc ce ne sont pas les policiers qui déterminent le timing de diffusion du portrait robot et de l'appel à témoins, et c'est bien le directeur d'enquête qui est un magistrat. Ouais, et c'est intéressant ce que vous précisez, Denis Jacob, parce que c'est vrai qu'au début, on s'est beaucoup interrogé sur le fait que la photo de cet homme, de ce policier, ne soit pas diffusée. Beaucoup ont dit, c'est parce que c'est un policier, il est protégé par l'institution policière. Or, en fait, non, parce que c'est ce que vous nous expliquez, c'est le juge, au fond, c'est le magistrat qui décide si on diffuse ou pas la photo. Il n'y a pas eu de pression de la part des policiers pour dire ne diffusez pas la photo d'un des nôtres. Non, pas du tout. Effectivement, il est important de rappeler que c'est bien la justice qui a la main sur l'enquête et pas exclusivement la police qui ne fait qu'obéir aux ordres du magistrat qui détermine, je me répète, le moment le plus propice pour diffuser un appel à témoins, la photographie bien évidemment de la personne quelle qu'elle soit, policier ou pas. Je dirais malheureusement dans cette affaire, dans cette triste affaire et dramatique affaire, le point positif, c'est qu'il soit toujours vivant, qu'il se soit rendu et qu'il va enfin pouvoir dire ce qui s'est réellement passé, puisque, je le rappelle, sa compagne est quand même décédée et nous avons besoin, dans l'enquête, mais surtout pour la famille de la victime, de savoir exactement ce qui s'est passé. Et on rappelle également qu'il est présumé innocent, bien évidemment, tant qu'il n'est pas jugé par la justice. Petite question également, parce qu'on a vu qu'il avait déjà eu maille à partir avec la justice. On a vu qu'il avait des tendances suicidaires également, c'est ce qui a été dit dès le début. Est-ce que c'est normal qu'il soit encore dans la police, malgré ces éléments ? Ça, je dirais, c'est pareil. Le préfet de police a diligenté une enquête administrative puisqu'il y a des antécédents, semble-t-il. Moi, j'ai pas accès au dossier, mais de ce que je sais et de ce qui a pu être dit, il avait des antécédents de violence conjugale. Il avait potentiellement suivi un stage de sensibilisation. Il a été sanctionné en conséquence. Donc, s'il n'y a plus de faits qui se produisent après et qu'il a fait son stage de sensibilisation et qu'il a pris connaissance de la gravité des faits qu'il avait commis, sa révocation ne s'imposait pas forcément. Sauf que là, malheureusement, il y a eu récidive de l'acte, semble-t-il, puisque vous l'aviez dit très justement, Jean-Marc, jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. Mais voilà, il y avait des antécédents et il appartient aussi de déterminer en interne si au niveau de la hiérarchie, il n'y a pas eu des manquements à un moment ou un autre. Peut-être qu'il n'y en a pas eu, mais il faut de toute façon clairement le déterminer. Et on le rappelle, on est juste au début de l'enquête, donc on va laisser bien évidemment les autorités faire leur enquête. Merci beaucoup Denis Jacob d'avoir été en direct avec nous, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT.